Bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision B1, c'est l'émission Réflexivité. RDC entre tradition et modernité, impasse ou chance. Une fois de plus, nous recevons le professeur Guy Robert Silou. Bonjour monsieur le professeur Guy Robert Silou. Bonjour monsieur Kambala. Oui, monsieur le professeur Guy Robert Silou, avec vous, nous allons parler de ce thème RDC entre tradition et modernité, impasse ou chance. Comment appréhendez-vous les deux concepts modernité et tradition? Avant de commencer justement à expliquer ces deux concepts, modernité et tradition, je souhaiterais d'abord, monsieur Kambala, si vous le permettez, de dire la chose suivante. La RDC est un pays qui a connu la colonisation. Et pendant cette ère coloniale, il y a eu quand même des choses atroces qui ont nui à l'identité culturelle nationale du peuple congolais. Parce que là, on sait très bien comment ce que le colon arrive en Afrique de manière générale. D'une part, on a le militaire, qui vient avec l'arme, et cette arme-là marque quoi? Une modernité, parce que cette arme est le fruit d'un progrès technique, et c'est ce progrès technique qui va caractériser la suprématie de l'homme blanc sur l'homme noir que nous étions et que nous sommes, et donc c'est le progrès technique qui va lui permettre donc de conquérir le reste du monde. Et 1492, Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, mais c'est parce que ils ont eu des moyens de transport qui pouvaient permettre justement d'atteindre les terres les plus lointaines. Mais lorsque le colon est arrivé, il n'y avait pas que ce progrès technique symbolisé par l'arme de feu, mais il y avait aussi la Bible. Et cette Bible a permis aussi à l'homme blanc d'imposer un certain idéal au travers la spiritualité. Et donc, on se rend bien compte que lorsque je débute par ce postulat de base, je pose un peu le décor. D'une part, on a le progrès technique, et d'autre part, on a une tradition, mais une tradition de jadis qui était importée, et donc cette tradition-là qui nous a été imposée par l'homme blanc va complètement phagocyter la culture, ou pour ne pas parler tout simplement de la spiritualité africaine, et si je veux être précis par rapport à notre sujet, je vais parler de la spiritualité congolaise. Puisque on avait aussi local, on avait aussi nos prophètes à nous, et malheureusement, certains ont été emprisonnés, les Simon Kimbangu, et ainsi de suite. Donc, on retrouve un peu ce postulat. Et donc, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un sujet qui est majeur, qui est fondamental. Pour revenir sur votre question, comment est-ce qu'on peut présenter ces deux concepts? Débutons par ce que c'est que la modernité. Qu'est-ce qu'on entend par modernité? C'est un concept qui est relativement récent. Bien sûr, au Moyen-Âge, le progrès technique était déjà au rendez-vous, mais on peut vraiment commencer à dater ce concept de modernité à partir du XVIe siècle, où on va connaître un courant qu'on appelle la Renaissance. Mais en réalité, de manière beaucoup plus probante, la modernité va germer avec le XVIIIe siècle qu'on appelle le siècle des Lumières. Ce siècle des Lumières est marqué déjà par ce que Auguste Comte appelait le positivisme. C'est-à-dire qu'il y a des étapes que nous allons connaître, les sociétés où la société va passer par l'état spirituel va entraîner l'état métaphysique, et l'état métaphysique va céder la place à l'état qui se veut positif. Et c'est-à-dire que là, ce positivisme engendre quoi? La prééminence, pour ne pas dire la prépondérance de la science. C'est la science qui devient au cœur même des sociétés. Et là, ce qu'il faudrait entendre, ce siècle de lumière, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va entraîner quelque chose d'assez important qu'on appelle l'industrialisation
de nos sociétés, l'ère industrielle. Mais cette ère industrielle va engendrer beaucoup de phénomènes d'ordre économique. La prospérité économique découle directement lorsque je suis sur le champ économique. On va connaître donc la croissance qui va devenir forte parce qu'on va organiser la société de manière différente en se fondant sur le progrès technique. Mais en même temps, l'ère industrielle, avec le développement de la science, engendre quoi? Ça engendre aussi l'avènement de la démocratie, mais la démocratie au sens politique du terme et en même temps au sens social du terme, comme pourrait le décrire un peu plus par la suite, bien sûr, Alexis de Tocqueville. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la modernité met au centre ce que Max Weber appelle la sécularisation de la société, ou bien encore, il va utiliser un autre terme qu'il appelle le désenchantement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, un monde désenchanté? C'est un monde dans lequel Dieu n'a plus du tout sa place dans les affaires publiques. On va confiner Dieu dans la sphère privée. Et ce désenchantement du monde, dans la thèse weberienne, prend une dimension qu'on retrouve dans le concept de rationalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des individus, là je reste dans la thèse weberienne, des individus qui sont mus dans un type idéal, mus par une rationalité qui peut être instrumentale, qui peut être en valeur, et comme elle peut être aussi, si vous voulez, d'ordre affectif. Qu'est-ce qu'il entend par rationalité en finalité? C'est la rationalité instrumentale. Un individu, avant de poser un acte, avant de passer à une action, il doit toujours peser le pour et le contre. Quels sont mes avantages et quels sont les désavantages? Et donc, vous avez toujours ce rapport qui est fait entre les coûts et les avantages. Lorsque je suis sur le champ économique, en tant qu'entrepreneur, investir, c'est faire un pari sur l'avenir. Et donc, lorsque je fais un pari sur l'avenir, je ne dis pas qu'en investissant, je vais atteindre l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire faire du profit. Parce que derrière, il y a un calcul qui va être fait. Mais ce calcul peut être avéré vrai ou faux, c'est-à-dire par rapport au résultat. Mais on n'est pas dans des jugements de valeur du type est-ce que c'est bien ou bien est-ce que c'est mal. Mais je ne peux pas me lancer dans un investissement si seulement si l'étude n'a pas été faite sur les coûts et en même temps sur les avantages. Je veux créer une entreprise, combien ça va me coûter? En énergie, en temps, en capital social et ainsi de suite. Et après, quels sont les avantages que je vais en tirer? Et lorsqu'on fait ce calcul-là, on est dans cette rationalité en finalité qu'on appelle la rationalité instrumentale. Mais il s'avère que on n'est pas seulement dans cette rationalité. On peut être aussi dans la rationalité qu'il appelle la rationalité en valeur. Autrement dit, c'est une rationalité dite axiologique. C'est-à-dire, ça porte sur les valeurs. Un exemple simple. Et vous allez comprendre le sens weberien du terme rationalité. Lorsque Weber parle de la rationalité axiologique, le capitaine d'un bateau, le commandant de bord d'un bateau, lorsque son bateau échoue, il y a une déontologie qui va dicter son comportement. Je dis bien une déontologie. C'est-à-dire que le bateau, s'il commence à échouer, le commandant de bord doit quitter le navire. Il y a un comportement à suivre. Voilà, il y a un comportement à suivre, mais il doit quitter son navire à la fin. Après s'être assuré que tous les passagers ont quitté le navire. Et s'il doit mourir avec son bateau, parce qu'il n'a pas réussi à faire déguerpir toutes les autres personnes qui étaient sur le bateau, mais ce commandant ou ce capitaine de bateau va mourir, c'est-à-dire va couler avec son bateau. Là, il est mu par une déontologie. Mais vous pouvez avoir aussi une rationalité qui peut être purement d'ordre traditionnel. C'est-à-dire une rationalité qui est dictée pas par une finalité,
Pas par une valeur, bien sûr, mais par des traditions. Et là, les traditions peuvent aussi d'ordre de valeurs, liées sur des valeurs, mais là, elles sont sur des traditions. Lorsque le chef de l'Église catholique, par exemple le pape Jean-Paul II, en son époque, lorsqu'il prend la décision ou lorsqu'il annonce que pour les catholiques, il ne serait pas du tout bienvenu d'utiliser les préservatifs, il est sur une rationalité qui se fonde sur les traditions de l'Église. Maintenant, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, il s'agit tout simplement de replacer l'action qui est produite par un individu par rapport à une rationalité. Et là, ça vous permet d'être dans une rationalité ou dans une sociologie, pour être précis, qu'on appelle une sociologie compréhensive. Une fois qu'on a compris pourquoi un acteur agit de la sorte, après, on peut expliquer le comportement pour essayer de déterminer les causes ou les causalités, les relations de cause à effet. Là, on est aujourd'hui au niveau de la modernité. Vous allez aujourd'hui dans des entreprises, les entreprises ne peuvent se fonder que sur la rationalité. Il y a une séparation rationnelle au sein d'une entreprise entre l'entreprise et la famille. Il y a une césure qui est là. Lorsque vous allez sur votre lieu de travail, votre statut change. Vous avez le statut de salarié. Et ce statut de salarié vous impose un comportement rationnel, fondé sur le statut qu'est le vôtre. Donc répondre aux obligations professionnelles. Exactement, pour répondre aux obligations purement professionnelles. Mais lorsque vous n'êtes pas plus salarié, vous rentrez à la maison, si vous êtes marié, vous avez le statut d'époux ou de mari, tout simplement. Mais ce statut-là vous impose aussi des contraintes et des obligations, des devoirs, en fonction aussi de votre nouveau statut. Et donc, on se rend bien compte que l'individu, et d'ailleurs, on parle en termes d'individu, cet individu qui est neutre se désolidarise complètement de la communauté, je dis bien de la communauté, afin de ne pas subir la pesanteur sociale. C'est-à-dire que c'est un être social, réfléchi, qui se fonde sur son être, comme le dirait Descartes. Je pense, donc je suis. C'est-à-dire que le je remplace le nous qui est propre à la communauté que nous allons évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire que le je qui essaye de devenir indépendant. Il y a l'idée d'émancipation dans l'idée de rationalisation. Et donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau de la modernité, il faudrait penser à la place de la science dans la sphère économique, sociale, politique, culturelle. Il y a la montée de l'individualisme. Cet individu qui prend de l'ampleur essaye d'échapper justement à cette pesanteur sociale qui risque de le contraindre à des tâches qui ne seraient pas le produit ou le fruit de sa propre pensée. De sa propre pensée. Cette liberté, cette autonomie qui devient indispensable. Mais en même temps, la modernité nous pousse à quoi? La modernité nous pousse à faire tout le temps des calculs. Mais des calculs, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours avantage-coût. Quels sont mes avantages? Quels sont les coûts? Aujourd'hui, je suis un malfrat, je suis un délinquant, je sais ce que j'encours si je déroge à la loi. Je sais ce que j'encours. Et donc là, en toute responsabilité, j'engage ma personne en disant, je sais ce que j'encours, mais je prends quand même ce risque. Je suis voleur, je veux faire une casse, si ça réussit, je gagne des millions. Si ça ne marche pas, je me retrouve en prison pour 20 ans, 30 ans d'emprisonnement ferme. Mais tout à fait. Et là, je suis sur cette rationalité qui caractérise complètement la modernité. Or, lorsqu'on parle des traditions, c'est tout à fait le contraire de ce que je viens de dire en ce moment. On est davantage, par exemple, au niveau d'une entreprise, il y a cette confusion qui est faite entre l'entreprise et la famille. Il y a une fusion systématique. Et donc, cette césure qui n'est pas faite
engrange des conséquences qui peuvent être, je dis bien qui peuvent, je ne dis pas que c'est systématique, des conséquences qui peuvent être fâcheuses. On peut être mu en tant qu'individu, pas par ce que on pense soi-même, mais parce que par rapport à ce que la société pense pour nous et pour toute la société dans sa globalité. Et donc là, l'individu disparaît, le je disparaît, comme le dirait Descartes, en cédant la place au nous. Or, ce nous ne rend pas toujours l'individu autonome. Et on est davantage sur les velléités que sur le passage à l'action. On passe que très peu à l'action lorsque on est mu, justement, par des traditions qui peuvent, justement, empêcher l'individu de s'exprimer à bon escient, d'être dans ce positivisme, même si c'est quelque chose qui a été décrié, un peu dénoncé. Et donc, pour faire simple, pour essayer de résumer, la modernité, c'est cette rationalité. Cette rationalité qui permet toujours à l'individu de peser ses actes pour savoir quels sont mes avantages, quels sont les désavantages par rapport à un comportement que je vais afficher. Lorsqu'on est sur les traditions, et souvent ces traditions nous chapeautent complètement, comme une forme de chape de plomb, et ça nous empêche justement d'aller parfois de l'avant. Ce qui ne signifie pas que les traditions sont à occulter. Je pense que dans notre conversation, dans notre échange, on va faire la part des choses parce qu'il y a des traditions qui restent bonnes, pour le dire ainsi, qui restent positives. Je ne vais pas utiliser le terme bon ou mauvais, justement, pour ne pas sombrer dans des jugements de valeur, mais des traditions qui peuvent être positives pour le bien-être de la société, pour le progrès économique et le progrès social. Mais là, il faudrait qu'on arrive à les déterminer. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir expliqué un peu le déconcept de la tradition et la modernité. Mais comment, sociologiquement, la communauté et la société est expliquée, bien sont expliquées? Lorsque les sociologues parlent de la communauté, généralement, ce sont des petites entités, des petits groupes sociaux. Et lorsque vous êtes dans une communauté, on retrouve ce qu'on appelle une conscience collective très forte. Les membres de la communauté ont quasiment le même statut. La densité, je parle bien de la densité sociale, c'est-à-dire les relations sont beaucoup plus étroites. Ce sont des relations de proximité. Et en même temps, dans ce type de société, la densité physique est très faible. Pourquoi? Ce sont des petits villages, des petites communautés. Par exemple, lorsque vous allez à l'église, c'est une communauté. Et donc, les églises fonctionnent sur le mode communautaire. On est proche des uns et des autres. Lorsque j'ai dit dans une communauté, on a le même statut. Lorsque vous êtes à l'église, on est tous frères. On est tous fils de Dieu. On a le même statut. D'accord? Bien sûr, en face de vous, vous aurez votre pasteur, vous aurez le prêtre, peu importe. Mais les autres, les fidèles, ont tous le même statut. Il n'y a pas de privilège. Et qu'est-ce qui se passe? Dans une communauté, la conscience collective, elle est très très forte. Mais pourquoi la conscience collective est-elle forte dans une communauté? C'est pour le simple fait que dans une communauté, le droit qui est exercé, c'est un droit dit pénal. C'est-à-dire que l'individu qui transgresse les normes de la société ou les valeurs de la société, cet individu sera lourdement châtié. Voilà. Mais là, quand je dis le code pénal, il faudrait replacer cela dans le cadre des traditions. Et je vais vous donner des exemples. Au niveau de l'Église catholique, jadis, pour ne pas être aussi dans une présentation qui risque d'être perçue comme étant un peu axée sur des formes de discrimination, on va essayer de faire le tour de quelques religions. Au niveau de l'Église catholique, chaque fois que vous transgressiez une loi, mais vous étiez excommunié. On se rend bien compte que la sanction, elle était fatale. Elle était très forte. Vous allez dans des États dits islamiques, la charia, la loi qu'on appelle la charia, lorsque, par exemple, pour un voleur, lorsque vous volez, qu'est-ce qui se passe? On vous coupe la main. C'est-à-dire que ça vous laisse des stigmates.
C'est-à-dire que vous n'avez même plus la possibilité de pouvoir vous réconcilier avec les autres membres de la communauté. Parce que la faute qui a été commise est tellement grande que il faudrait qu'on puisse vous stigmatiser. Hein? Et donc, il y a un phénomène dit d'étiquetage, comme le dirait Goffman, c'est-à-dire qu'on vous étiquette comme étant un voleur, et ça y est, éternellement, vous serez perçu comme un voleur. Mais je peux revenir même sur la Bible encore. Mais la femme prostituée, l'adultère, comment ça se terminait? Ça se terminait par la lapidation. La personne était lapidée, c'est-à-dire que jusqu'à ce que une mort s'en suive. Mais on se rend bien compte que c'était radical. Quelque part, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans une communauté, ce sont les traditions qui régissent ce groupe social. Et ces traditions sont axées sur une conscience collective forte, mais cette conscience collective forte n'est pas le fruit des individus, de la volonté individuelle, mais d'une volonté qui est suprême, qui est transcendantale et qui s'impose à tous les individus membres de la communauté. Donc, avec cette liberté de pensée qui n'existe pas du tout. Et comment les sociologues qualifient-ils la société? Mais c'est le contraire. La société, on va retrouver une densité physique très très forte. C'est-à-dire dans la ville de Kinshasa, Monsieur Kambala, tel que vous êtes là, la ville, elle est immense. Avec quasiment près de 15 millions d'habitants, il vous est impossible quasiment de connaître tous les individus qui composent la ville de Kinshasa. C'est impossible. Et comme la densité physique est très forte, plusieurs habitants au kilomètre carré, vous pouvez imaginer le topo, la densité morale, les relations aussi s'affaiblissent. Vous ne tissez des relations, des liens qu'avec les personnes qui sont proches de vous. Et les liens que vous tissez avec le personnel de B1, pour donner cet exemple, ce sont des relations qui sont interpersonnelles. Interpersonnel. C'est votre statut. Voire professionnel. Mais oui, tout à fait. C'est interprofessionnel lié à votre profession. Donc, il y a une distanciation qui est là, qui fait que chacun puisse respecter l'autre, mais pas parce que on est soi, mais parce qu'on est membre de ce groupe qu'est l'entreprise. Et donc là, les règles deviennent différentes. Donc, les relations deviennent interpersonnelles, professionnelles. Suivant les règles de convenance sociale. Tout à fait. Et professionnelles aussi, les règles professionnelles. Bien sûr. Et après, on se rend bien compte que cette densité morale, elle devient faible. Vous allez tisser les relations de proximité exclusivement avec le personnel de B1, mais pas avec le personnel de telle entreprise et ainsi de suite. Non, vous les connaissez pas parce que vous ne pouvez pas connaître tout le monde. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? La conscience collective, elle s'affaiblit. Pourquoi la conscience collective s'affaiblit-elle? Elle s'affaiblit parce que, justement, il y a cette montée de l'individualisme que j'ai évoquée tout à l'heure. Montée de l'individualisme, donc la conscience collective aussi s'affaiblit. Il y a d'autres règles qui viennent régir cette société. Là, je dis bien société, je ne dis plus communauté. Quand on dit société, c'est modernité, ça rime avec modernité, et la communauté, c'est beaucoup plus proche des traditions. Mais pourquoi la conscience collective, elle est faible? C'est aussi parce que le droit qui s'applique dans une société, c'est un droit qui se veut réparateur. Aujourd'hui, je commets un meurtre, je me retrouve en prison. Si je dois y purger 10 années, au bout des 10 années, je sors de la prison et je suis réinséré dans la société. La réinsertion. Parce que la société va vous donner une deuxième chance. Ce que je suis en train de dire, vous voyez bien ce distinguo, il est très fort. Dans une communauté, la pesanteur sociale est très forte. L'individu n'existe que à travers le groupe, le nous qui est prépondérant, et c'est le droit pénal qui s'applique, c'est-à-dire, c'est un peu la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui règne dans ce type de communauté. Mais lorsque vous basculez au niveau de la société, on est un peu plus dans la modernité. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. On est tout simplement en train de faire une catégorisation de ces deux, si vous voulez, pôles qui constituent nos différentes sociétés. Et on se rend bien compte que dans une société, c'est l'émergence de l'individu,
Et cet individu tisse des liens complètement différents qui se fondent sur ce côté interpersonnel. Et donc, par conséquent, c'est ce droit réparateur, restitutif, qui caractérise cette société. Mais si je reste seulement sur cette différenciation, pour ne pas dire ce distinguo entre la communauté et la société, ce serait un peu une vision réductrice, un peu partielle des choses. Lorsque on est aujourd'hui dans cette société, la société congolaise, mais on retrouve aussi, à l'intérieur de la société congolaise, des poches de communauté. Donc la société congolaise représente un groupe social qu'on peut appeler le Congo, mais à l'intérieur de ce groupe social, on va retrouver des sous-groupes. Et ces sous-groupes sont constitués de communautés. Un exemple simple. Au sein de la société congolaise, je l'avais dit tout à l'heure, il y a des églises qui y sont. Mais les églises fonctionnent sur le mode communautaire. À l'intérieur de la société congolaise, il y a les familles. La famille Kambala est différente de ma famille et ainsi de suite. Et donc la famille fonctionne sur quel type de droit? Mais c'est un droit qui est quasiment divin, pour ne pas dire un droit qui est lié un peu à la filiation. Et derrière la filiation, souvent c'est le droit de sang, c'est-à-dire les liens biologiques. Et après, aujourd'hui, on se rend bien compte que les choses se sont quand même développées, on en parlera un peu plus tard. Et ainsi de suite. Donc la société n'existe pas qu'elle-même. À l'intérieur des sociétés, vous allez retrouver aussi des poches de communauté. Et ces poches de communauté risquent de poser problème à la société dans son ensemble, puisque la société revêt une culture qui se veut totalisante ou globalisante, mais à l'intérieur de chaque communauté, qu'est la composante ou les différentes composantes de la société dans son ensemble, mais vous retrouvez quand même des divergences qui risquent de nuire à l'intégration et à la cohésion. Beaucoup, monsieur le professeur. Entre la tradition et la modernité, il y a impasse ou chance. Mais quelles sont les impasses ou impasses de la modernité? Aujourd'hui, si vous êtes sur les impasses de la modernité, je dirais tout simplement les choses suivantes. Nous avons aujourd'hui la prépondérance qu'on accorde au progrès technique et aux innovations. Effectivement, on se rend bien compte que les innovations nous ont apporté le progrès économique, le progrès social. Mais derrière, on se rend bien compte que derrière le progrès économique, on a connu aussi aujourd'hui des problèmes liés à l'environnement. Donc c'est pas toujours non plus une sorte de panacée. C'est-à-dire que le progrès économique, qui est la résultante, s'il faut le dire ainsi, du progrès technique, donc de la rationalité instrumentale, a aussi des conséquences purement négatives. Et là, on retrouve ça au niveau, aujourd'hui, de ce concept qu'on appelle le développement durable. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il des conférences internationales sur le réchauffement climatique? Mais c'est parce que aujourd'hui on a poussé un peu loin cette modernité et par conséquent cette modernité ne peut que nous poser des tas de problèmes. Voilà. Si je veux rester sur le côté un peu négatif du progrès technique, c'est un peu cela. Mais la modernité, mais a d'autres conséquences. Lorsque on va dans tous les pays du monde, on se rend bien compte que cette montée de l'individualisme a engendré pas mal de fléaux. Je vais donner un exemple, le taux de divorcialité qui ne cesse de croître. Parce que cette montée de l'individualisme fait que chacun puisse prêcher pour sa paroisse. L'amour, au départ, n'était pas non plus le catalyseur entre deux individus. Ce n'était pas le ciment. À un certain moment, c'est la société, la communauté qui vous prêchait de rester toujours ensemble. Le divorce avait été pendant longtemps interdit au niveau des églises, pour revenir sur cette idée de communauté. Aujourd'hui, le divorce est là, le taux de divorcialité ne cesse de croître, et on voit très bien les dégâts que ça provoque un peu partout dans le monde. Et donc, les nouvelles formes de famille qui arrivent aujourd'hui, donc les configurations familiales ont éclaté. Aujourd'hui, on a des familles monoparentales qui explosent, on a les familles homoparentales, nous avons des familles recomposées, il y a des avantages et il y a des inconvénients de cette modernité. Et donc, on se rend bien compte qu'il ne faudrait pas non plus que nous puissions mettre sur un piédestal la modernité,
Ce que nous sommes en train de dire, comme pourrait le préciser le sociologue Pierre Bourdieu, la modernité, il faudrait que nous puissions l'analyser selon les champs. Et chaque champ est déterminé par des règles, des lois, des normes qui les différencient des autres champs. Par exemple, sur le champ économique, à ce que je sache, vous n'avez pas d'autres règles à appliquer que cette règle qui s'appuie sur la loi de l'offre et de la demande, la concurrence pure et parfaite dans une certaine mesure. Lorsqu'on bascule dans la concurrence imparfaite, on voit bien les conséquences que ça peut produire, et ainsi de suite. Donc, sur le champ économique, on se rend bien compte que la modernité, c'est-à-dire cette rationalité instrumentale, j'insiste bien là-dessus, cette rationalité instrumentale, elle est indispensable. Mais je ne vais pas seulement parler de la rationalité instrumentale, je vais aussi parler de la rationalité en valeur axiologique. Toujours, c'est ce sociologue, économiste et philosophe Max Weber, il était aussi juriste, puisque je sais que vous êtes de formation juriste, et donc c'est quelque chose qui pourrait aussi vous intéresser. Donc ce Max Weber avait publié en 1905 une œuvre majeure intitulée « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». C'est-à-dire que, au départ, contrairement à ce que Karl Marx avait démontré, lui ne va pas partir des conditions d'existence. Il ne va pas partir des conditions d'existence, c'est-à-dire des infrastructures. Il ne part pas de là. Lui, il va partir d'une éthique. Et là, il le dit bien, l'éthique protestante, c'est-à-dire la morale protestante. Pas n'importe quel protestantisme. À l'intérieur du protestantisme, vous avez différents courants. Et il y a un courant qu'on appelle à l'intérieur le calvinisme. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est une étude qu'il a faite. Il a constaté que dans ce courant calviniste, il n'y avait pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et par conséquent, pour tout croyant, il y a ce désir de savoir si on est un élu de Dieu, si on est un fils de Dieu. Mais pour le savoir, dans ce courant calviniste, il n'y avait qu'une seule preuve, c'est la réussite sociale. Mais nous sommes quand même dans un domaine purement spirituel. Et que dit-il? Le constat, c'est un concept qu'il appelle l'affinité élective. C'est cette idée de prédestination. Suis-je un élu de Dieu? Pour le savoir, il faut que je puisse réussir socialement. Mais lorsque je réussis socialement, je dois vivre en ascète. Et là, on retrouve l'ascèse capitaliste, qui est propre à la modernité. Je dis bien l'ascèse capitaliste, qui est propre à la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je suis protestant, calviniste, je réussis socialement, j'arrive à m'enrichir. Ce n'est pas l'enrichissement qui est une fin en soi. Mais comme je suis croyant, je ne dois pas consommer de manière ostentatoire. Je ne dois pas être dans la luxure. Au contraire, je dois continuer à vivre comme quelqu'un qui récepte les préceptes divins. Et qu'est-ce que je fais? Puisque je gagne, allez, je donne un exemple simple, je gagne $1 million par mois. Je ne suis pas capable de consommer le $1 million tous les mois. Je vais consommer, allez, soyons généreux, je vais consommer $200 000 par mois. C'est déjà une belle somme. Vous en conviendrez avec moi. Les 800 000 restants, qu'est-ce que j'en fais? J'épargne cet argent-là. Or, en théorie économique, théorie libérale, l'épargne équivaut à l'investissement. L'épargne sert à l'investissement. Et donc, lorsque je suis calviniste, pour essayer de me déterminer si je suis fils de Dieu, de me convaincre de ma réussite sociale, je dois épargner, vivre en ascète. Et à partir de là, je pars d'une valeur, d'une éthique morale pour arriver à l'ascèse capitaliste. L'ascèse capitaliste, c'est l'épargne, et l'épargne entraîne l'investissement, et l'investissement entraîne quoi? Le progrès économique et social de toute la société dans sa globalité. Donc je ne m'enrichis pas seulement pour moi seul, je m'enrichis pour toute la société dans sa globalité. Vous voyez bien que je fais toujours la nuance, Monsieur Kambala, je n'utilise pas le terme communauté, je dis la société dans son ensemble. Les impasses de nos traditions. Mais là,
je vais dire des choses le plus simplement possible. Parce que si je généralise, je parle des traditions pour être réducteur, nos téléspectateurs et téléspectatrices risquent de ne pas suivre mon discours. Et là, peut-être qu'on risque de recevoir quand même des retours de bâton qui ne correspondent pas du tout à notre manière de faire et surtout l'objectif que nous nous sommes fixés. Je vais rester sur le champ économique parce que, essayons de dire les choses en vérité aussi, M. Kambala, nos traditions restent tout à fait valables. Nos traditions fondent nos identités. Nous avons besoin de nos traditions. Ça, c'est une certitude. Et donc, vouloir tenir un discours généralisant, ce serait vraiment faire fausse route. Donc, pour répondre à votre question, je vais circonscrire mon analyse sur le champ économique. Sur le champ économique, aujourd'hui, on ne peut pas, comme je l'avais dit dès le départ, mélanger deux choses, la famille et les affaires. On voit très bien que ça ne marche pas. Parce qu'on est dans une rationalité instrumentale. Si je ne m'entoure que de mes meilleurs amis, si je ne m'entoure que des membres de ma tribu, si je ne m'entoure que des membres de ma famille qui n'ont pas les compétences et les qualifications nécessaires, cette entreprise risque de faire rapidement faillite, pour dire les choses le plus simplement possible. On se rend bien compte que les traditions qui sont les nôtres, qui se fondent sur une rationalité complètement différente, or sur le champ économique, ce qui prévaut, c'est la rationalité instrumentale. J'investis, la finalité, c'est le profit. Mais pour atteindre le profit, ou le bénéfice, comme vous le dites, comment ça se calcule, c'est très simple, pour calculer le bénéfice, chiffre d'affaires, d'accord, moins les coûts totaux. Donc il faut faire ce calcul. Si ce calcul n'est pas fait, l'entreprise, vous finirez bien en tant qu'entrepreneur à mettre la clé sous le paillasson. Ça, c'est quelque chose de clair et net. Donc on se rend bien compte que sur ce champ-là, les traditions telles que nous les appliquons font mauvais ménage. Donc c'est à nous d'y réfléchir. Et pour parler encore des traditions, en ce moment, on parle beaucoup du tribalisme dans notre pays. On voit très bien que le tribalisme, c'est le fait d'accorder des privilèges aux membres de sa propre tribu. Or, il s'avère que nous sommes dans une république qui se veut laïque, et l'objectif final au sein de cette république, c'est que les différentes tribus, ethnies et autres, avec nos différentes langues, nos différentes spécificités, que nous formons bloc, que nous formons corps pour atteindre les mêmes objectifs. Or, lorsqu'on est sur ce registre-là, ça ne peut être que le chaos, la catastrophe. Un autre exemple, et ça je vais rapidement abonder sur la loi que tout le monde a entendu parler, la loi Tchani. Pour briguer le poste de la présidence de la République, il fallait que les deux parents puissent être de père, voilà, les deux parents, donc le père et la mère, puissent être des fonctions régaliennes. Voilà, j'ai pris seulement l'exemple du président de la République, qui est aussi une fonction régalienne. Le père et la mère devaient être congolais de souche. Or, il s'avère que ce type de loi se fonde sur quoi? Sur le droit de sang. Or, le droit de sang fait partie, justement, des lois biologiques qui remontent à quoi? Aux traditions. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte, M. Kambala, vous qui êtes juriste de formation, que la filiation, elle se fait soit par voie biologique, par le sang, ou bien par l'adoption. Et donc là, on se rend bien compte que la filiation se fait aussi par des liens juridiques. Aujourd'hui, vous êtes marié à votre femme, au prime abord, vous n'êtes pas issu d'une même famille, sinon ça serait de l'inceste. Mais lorsque vous vous mariez, vous fondez une seule famille. Et donc, on se rend bien compte que cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre se fonde quand même sur un droit qui se targue justement de vouloir modifier les choses, mais en réalité, c'est beaucoup plus rétrograde qu'autre chose. Quand je dis rétrograde, c'est pas du tout péjoratif. Là, on s'appuie sur le droit de sang, et le droit de sang n'est pas révélateur. Vous le savez, aujourd'hui, dans plusieurs pays, la nationalité
dépend de plusieurs critères. Ça peut être quoi? Le droit de sol, comme ça peut être le droit de sang. Être né sur le sol, ça vous donne les mêmes prérogatives que quelqu'un qui a un père et une mère de souche. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les traditions risquent de nous jouer des mauvais tours. Lorsque j'en parle, je suis sur des champs bien précis. Sur le plan culturel, effectivement, nos traditions ont leur valeur intrinsèques. Et il faudrait bien les respecter pour éviter justement qu'il y ait des confusions dans la manière de penser cette problématique et notre thématique du jour. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. C'est un élément capital pour les progrès sociaux et économiques. Ce dicton ou cette citation, est de Benjamin Franklin, un ancien président des États-Unis d'Amérique. Mais lorsqu'ils disent le temps c'est de l'argent, regardons la manière, et là on rentre de plein pied dans la modernité. Parce que le temps, justement, parce qu'il fallait déjà qu'on puisse inventer le chronomètre, pour qu'on puisse se dire, voilà, le temps il est précieux. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans des organisations de travail, ou même au niveau de la bureaucratie, on va se rendre compte qu'il y a une division de travail qui va se faire. Et on a connu dans le passé ce qu'on appelait le taylorisme, pour illustrer cette citation de Benjamin Franklin. Dans le taylorisme, il y avait des critères qui définissent cette organisation de travail qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Vous avez cette division verticale, division horizontale, le chronométrage et le salaire au rendement. C'est-à-dire que nous sommes rémunérés en fonction du temps passé pour créer cette activité. Et d'ailleurs, lorsque les anciens économistes qu'on appelle les classiques parlent en termes de valeur travail, qu'est-ce que la valeur travail? La définition qu'on donne de la valeur travail, c'est que la valeur d'un bien est déterminée par le nombre d'heures incorporées dans la réalisation de ce bien. C'est comme ça que les économistes classiques déterminent la valeur d'un bien. Or, qu'est-ce qui se passe par rapport à nos traditions? Regardons comment est-ce que nous vivons au Congo, aujourd'hui en RDC. On peut passer son temps devant le téléviseur, c'est-à-dire des émissions parfois qui n'ont ni tête ni queue, complètement pour nous abrutir, et je le dis comme ça de manière énergique. Ce sont des émissions qui sont parfois abrutissantes. On va y passer des heures et des heures et des heures. On va prier du matin jusqu'au soir, alors que même ce même Dieu-là nous a demandé de transformer le monde. Il nous a donné une responsabilité pour que nous puissions transformer le monde. On ne peut pas attendre qu'une manne tombe du ciel pour que nous puissions nous réaliser. Donc ce temps-là, il est précieux. Et comme le disait Blaise Pascal, ce divertissement-là, cette société de divertissement qui prend de plus en plus de place dans nos sociétés, est à bannir. Parce que le divertissement devient chronophage. Je dis bien chronophage. Il faut sortir de cela pour que nous puissions retrouver des élans nécessaires qui devraient nous permettre de nous développer économiquement, socialement. Donc là-dessus, nous avons des traditions qui nous incitent à plus de passivité et non le passage à l'action. Et c'est là où les traditions, selon des champs bien sûr, les champs spécifiques, peuvent être mortifères. Monsieur le professeur, il faut une combinaison de la tradition et de la modernité ou bien il faut rompre avec la tradition? Non, on ne peut pas rompre avec les traditions. Je vais mettre ça au pluriel pour la simple raison que ça fait partie de nos identités. Aujourd'hui, la Chine, le Japon, l'Inde et ainsi de suite ont conservé leurs traditions. Mais ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont cherché dans leur tradition des choses qui étaient compatibles avec la modernité pour les mettre en évidence et pour réaliser le progrès économique, social, technologique et ainsi de suite. Parce que sinon, s'il y a un clivage qui se fait ou cette polarisation qui devient radicale, effectivement, nous perdons notre identité. Et là, je pense que ce n'est pas le propre de l'être humain tel qu'on le pense. Voilà pourquoi je me pose aussi avec une certaine énergie, avec quelqu'un que je ne vais pas citer ici, en France, qui aujourd'hui demande à des personnes qui portent des noms qui ne sont pas du tout des noms d'origine chrétienne, de changer leur prénom. C'est une aberration, et quand je dis une aberration, je pourrais même rajouter une aberration infamante. Voilà pourquoi il faudrait qu'on arrive à trouver vraiment
à concilier les deux, parce que nous avons besoin de nos traditions et nous avons besoin de la modernité. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans nos traditions, il y a beaucoup plus d'élan permissif qui nous empêche de connaître le progrès économique, le progrès social. Parce que la République démocratique du Congo ne vit pas en autarcie. Nous vivons avec les autres, nous communiquons avec les autres. Et aujourd'hui, pensons par exemple à l'informatique. Pensons à la science de manière globale. Aujourd'hui, les revues scientifiques les plus réputées sont écrites en anglais. Si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, et en tant que scientifique, ça vous risque de vous poser beaucoup de soucis. Et donc, sans pour autant nier nos langues nationales, il faudrait aussi qu'on s'attelle à maîtriser aussi ces langues étrangères, parce que c'est indispensable pour notre développement économique, social, politique. Deux mots, monsieur le professeur, entre la RDC, entre tradition et modernité, impasse ou chance, quel est votre mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est de revenir rapidement un peu à ce que nous venons de dire. La modernité, comme toujours ce dieu Janus, qui avait deux faces, la modernité a ses avantages et a ses inconvénients. Les avantages, on a essayé rapidement de brosser le tableau ou de planter le décor. Rationalité en finalité, la rationalité instrumentale, c'est ça qui va nous permettre de connaître le développement économique et social. Mais en même temps, on connaît bien les dérives de cette modernité qui devient quasiment modernisme. Parce qu'on n'est même plus dans une société moderne, on est passé maintenant dans des sociétés post-modernes. Et donc, avec des problèmes d'ordre environnemental, des problèmes d'ordre écologique, et ainsi de suite. Au niveau des traditions, c'est la même chose. Il y a des avantages, et les avantages les plus criantes, on les a énumérés. Notre identité culturelle est fondamentale, majeure, incontournable. Il faudrait bien que nous soyons nous-mêmes, et pas comme les autres voudront ou voudraient que nous soyons. Mais en même temps, il y a des traditions qui nous posent problème. Et je vais terminer quand même, Monsieur Kambala, par deux philosophes. Il y a Héraclite qui disait déjà « on ne baigne pas deux fois dans le même fleuve ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si je plonge dans le fleuve Congo à 17h10, à 17h11, je suis toujours en train de me baigner dans le fleuve Congo, qui porte toujours le nom fleuve Congo, mais les eaux, puisqu'on se baigne dans des eaux, les eaux qui coulent sur moi, ce ne sont plus les mêmes eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de dialectique. L'eau coule. Les traditions ne devraient pas être immuables. Non. Les sociétés sont appelées à évoluer. Et nos traditions sont aussi appelées à évoluer parce que ce que nous faisons souvent, c'est se cramponner sur des convictions qui ne nous apportent que parfois des malheurs au nom de certaines traditions, pas toutes les traditions. Voilà pourquoi il faudrait faire attention. Certaines spécificités de nos traditions sont perverses. C'est à nous de les décortiquer et après les mettre de côté pour le bien vivre ensemble et pour notre épanouissement. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou, surtout pour votre disponibilité à venir répondre et participer à cette émission sur des sujets très importants. Merci à vous, surtout monsieur Kambala, de m'avoir invité. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons ces moments ensemble. Ça n'est fini avec la réflexivité. Merci beaucoup. À la prochaine.